Alors, un plateau un peu plus féminin que d'ordinaire, je suis ravie pour ce débrief de l'actu. Nous avons Cécile Doutrio, avocate fondatrice du cabinet Jury Défense Avocat, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, Anne Cousin, avocate associée. Bonjour à tous les trois. On va ensemble commenter cette actualité riche. On a dû faire des choix d'ailleurs autour de la tech et du numérique. Mais d'abord, je propose qu'on découvre cette initiative qui va être présentée par Léo Briand. Bonjour Léo. Bonjour. Vous avez réussi à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour lancer une plateforme qui va permettre aux enseignants et à leurs élèves de découvrir la machinerie derrière les algorithmes. Qu'est-ce qui se passe derrière les réponses fournies par ces intelligences artificielles? C'est une plateforme absolument inédite. Vous voulez démystifier l'IA. Peut-être déjà une première question. Est-ce que vous pensez, parce que je précise que vous êtes également le vice-président de l'AFINEF, qui est l'association qui regroupe les acteurs du numérique éducatif français, est-ce qu'il vous semble qu'à l'éducation nationale, à l'école, du côté des enseignants, on prend le sujet ChatGPT, intelligence artificielle, par le bon bout? Alors, c'est une bonne question. Je trouve qu'aujourd'hui, on a deux types de réactions essentiellement chez les enseignants face à l'intelligence artificielle. D'un côté, des peurs, il faut le dire, des gens qui se disent que finalement, les élèves vont pouvoir tricher, qu'ils vont moins apprendre et que l'intelligence artificielle va se substituer éventuellement aux enseignants. Donc Ouais. ça suscite parfois des craintes. Et d'un autre côté, de l'espoir, puisqu'on sait qu'avec notamment l'adaptive learning, donc la capacité d'adapter les exercices en fonction du niveau des élèves, on est capable de mieux apprendre et de finalement, en tant qu'enseignant, optimiser le temps qu'on passe, notamment en aidant les élèves les plus fragilisés. Donc finalement, on se pose quand même les bonnes questions. Oui, On n'est pas je complètement à côté du sujet. c'est ça. Je dirais que pour autant, on a quand même une sorte de hype un peu en ce moment, donc une sorte de... Enfin, les enseignants, en tout cas, parlent beaucoup de ça. C'est un sujet qui fait vraiment beaucoup parler et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si on entend des choses qui sont parfois un peu éloignées de la réalité. On a des mythes qui refont surface sur l'intelligence artificielle. Et alors donc justement avec Vita Science, vous, l'objectif c'est de démystifier l'IA en fournissant une plateforme qui va permettre de jouer comme ça avec ces algorithmes. Expliquez-nous comment ça fonctionne et puis à qui ça s'adresse, parce que quand on parle de l'école, c'est assez vaste. Oui, alors nous, Vita Science, on existe depuis 5 ans et en fait, on s'est donné pour mission de démystifier les sciences et le numérique au sens large. Donc on a commencé avec la programmation informatique, puisque depuis quelques années, c'est obligatoire pour tous les élèves de collège et de lycée. Donc on apprend le code, finalement, à l'école, au collège et au lycée. D'ailleurs, il y a eu une réforme là, qui est sortie. Est-ce qu'on l'apprend bien le code à l'école? Eh bien, je trouve que oui. Oui. En tout cas, la France, dans son ambition, dans ses programmes scolaires, est un des pays au monde qui a le plus de code officiellement dans les programmes. Après, la vraie question, c'est l'accompagnement des enseignants, puisque c'est bien beau d'écrire dans le programme, vous allez devoir apprendre Python. Si les enseignants sur le terrain ne sont pas formés pour qu'ils puissent enseigner correctement Python, ça a moins de chances de marcher. Ouais. Donc là, il y a des énormes programmes de formation qui sont lancés depuis 5 ans en France, qui prennent du temps forcément, et ça marche plutôt bien. En tout cas, l'ambition portée par le Conseil supérieur des programmes, c'est vraiment que la France soit un des pays qui ait le plus de code, donc de numérique, dans les programmes scolaires. Mais là, vous voulez aller plus loin, vous voulez nous former non seulement au code, mais à la data science, c'est ça? C'est ça. Alors l'IA, stricto C'est un peu ambitieux, non? c'est pas encore au programme. Dès la primaire. Voilà, à part pour l'instant, on a une petite ligne sur l'IA dans ce qu'on appelle l'enseignement scientifique en terminale. Donc on en parle un peu en terminale. Également dans quelques options, sciences de l'ingénieur et numérique, sciences informatiques. Puis en prépa après. Mais globalement, aujourd'hui, l'IA reste cantonnée à C'est un peu tardif. toute petite partie du programme de terminale. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des réformes, notamment une réforme du collège qui va arriver bientôt, d'ici 1 an et demi, quelque chose comme ça, normalement. Et dans cette réforme, moi, mon pronostic personnel, c'est qu'il y aura plus d'IA, puisque c'est en train de bouleverser la société, clairement. Et l'éducation nationale va devoir se saisir du sujet pour que les élèves sachent quoi faire avec, quels sont les bénéfices de l'IA, mais aussi ses limites, et que finalement on soit capable de mieux l'appréhender, puisque c'est un sujet qui dépasse largement l'école, c'est un sujet vraiment sociétal. Enfin, moi, à mon sens. Mais vous, avec votre plateforme Vita Science, vous démarrez dès la primaire. Oui, alors on a fait un outil qui est effectivement très simple à utiliser, qui peut s'utiliser dès la primaire. Voilà, il faut savoir lire, c'est tout. Donc dès le CP potentiellement, et qui permet de comprendre les mécanismes derrière l'IA. Puisque souvent, ce qu'on remarque, c'est que l'IA, on va lui prêter des capacités qu'elle n'a pas. Alors ChatGPT, c'est vrai que c'est très impressionnant quand on voit l'outil. On peut se dire il va remplacer tous les métiers du monde. On voit souvent ce genre d'articles dans les journaux. Toutefois, c'est pas le cas. Il y a quand même. Il y en a un justement qui a dit qu'il n'était pas du tout impressionné. Bon, alors il s'appelle Yann Lequin, c'est On va un en peu parler le tout à patron l'heure. de l'IA. On en parlera tout à l'heure Et chez du coup, nous, ce Facebook. qu'on essaie de mettre en fait, c'est d'expliquer comment ça fonctionne et de montrer que finalement, c'est juste des calculs mathématiques, Ouais. certes complexes, mais finalement compréhensibles, même par des élèves de primaire.
pour que les gens voient qu'en fait, c'est juste une succession de calculs qui va permettre de réaliser une opération. Mais qu'est-ce que vous leur faites faire? Qu'est-ce que vous leur mettez entre les mains Alors nous, à ces élèves de l'école primaire? On a décidé de se concentrer pour l'instant sur les images et les sons, parce qu'on s'est dit que c'était le plus visuel et parlant pour les élèves. Donc concrètement, l'outil permet d'entraîner. Donc par exemple, on va faire 2 catégories d'images. On va donner des images avec quelqu'un avec un masque et quelqu'un sans masque, par exemple. On va entraîner l'IA pour qu'elle soit capable ensuite de dire si la personne elle a un masque ou non. Donc c'est une IA très simple. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait dès le primaire. Les élèves peuvent s'amuser à prendre des photos et à tester l'outil. Et ils vont comprendre finalement l'IA, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Voilà, on fait pareil avec le son. Et là, on est en train de s'attaquer au texte pour expliquer comment fonctionne. Plus compliqué dans les modèles de langage Alors oui, c'est à plus gros. démystifier. Ouais. C'est plus gros, mais finalement, ChatGPT, si on réfléchit au sujet d'un point de vue vraiment comment ça fonctionne, c'est juste un outil qui prend le texte passé et qui va prédire le prochain mot. Et ensuite, il répète l'opération pour prédire le prochain mot à chaque fois. Finalement, quand on réfléchit à ça, on se dit, en fait, il n'a pas vraiment de conscience, ChatGPT. Il est juste capable d'optimiser le prochain mot et de le prédire au mieux. Confiance. 0, oui, Voilà. Il faut bien le rappeler. Et donc du coup, c'est intéressant, je trouve, parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça a l'air de rien, mais ça peut créer des sortes de déclics où on se dit, ChatGPT, non, il n'a pas de conscience, il n'a pas envie de dominer le monde, par exemple, ou de remplacer quelqu'un. C'est juste un outil qui est capable de prédire le prochain mot, un peu comme ce qu'on a quand on écrit. Mais comment des vous SMS. pouvez le démontrer? Comment est-ce qu'on peut aller regarder dans la boîte noire? Ça, justement, les algorithmes. c'est tout l'objet de notre expertise, c'est d'ouvrir la boîte noire, de montrer le réseau de neurones, qui est vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, comment vous le montrez? Alors, on montre, en fait, donc je vous invite à aller sur l'outil, donc c'est sur le site vitascience.com, il y a un onglet intelligence artificielle. Et en fait, on va d'abord entraîner le modèle pour être capable de l'optimiser, et ensuite on peut cliquer pour voir le modèle, et on va voir tous les neurones un par un, et les liens entre ces neurones, pour comprendre c'est une sorte de mapping, qui se déroule comme ça sous nos yeux. Ça. Ok. Et en fait, finalement, ça ne demande pas du tout vous avez dit, il faut savoir lire, on peut démarrer dès le CP, ça ne demande pas du tout de compétences mathématiques pour utiliser l'outil? Pour comprendre les grandes lignes, non. Après, pour rentrer dans le détail, un petit peu, mais c'est des opérations simples, c'est des additions et des multiplications. En fait, ce qui fait la force de l'IA, c'est pas sa capacité à faire des calculs très complexes, c'est surtout la quantité. C'est vraiment des milliards de calculs qui sont faits pour chaque prédiction. Et donc, si on commence un mot, par exemple, sur ChatGPT, qu'on dit « je m'appelle » et qui veut compléter, le calcul pour dire quel est le prochain mot est très, très complexe. Oui. Et ça soulève des enjeux énergétiques, notamment, puisqu'on sait que l'IA est consommatrice d'énergie très fort. ChatGPT, notamment, ça coûte des centaines de millions d'euros de serveurs, ne serait-ce qu'en serveurs. Bien sûr, il y a le développement après, mais c'est des coûts serveurs énormes qui, bien sûr, ont tendance à accélérer le réchauffement climatique. Ça soulève aussi des enjeux de protection des données personnelles. Également. En l'occurrence, là, vous adressez la question du nom de la personne. Vous adressez aussi cette question? Oui, alors on adresse cette question. À travers VitaScience? Donc à travers VitaScience, on a fait le choix que l'IA, donc elle tourne exclusivement dans le navigateur. Il n'y a aucune donnée qui est transmise sur un serveur. Donc ça, il faut bien faire la différence et on essaie de sensibiliser les élèves à ça. C'est aussi, je pense, pour ça que le ministère de l'Éducation nous a soutenus sur ce projet. Donc le dispositif s'appelle EduUp. C'est un dispositif du ministère de l'Éducation nationale pour soutenir les initiatives innovantes dans le numérique, qui est ouvert à tous. Donc il y a entre 10 et 20 sociétés qui sont lauréates chaque année. Et si un jour vous vous lancez une start-up dans l'éducation... J'aime bien comment Léo Briand dit ça, c'est ouvert à tous. Toutes les start-up peuvent venir travailler avec l'Éducation nationale. Non, c'est pas vrai, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais cette subvention-là, EduUp, c'est vraiment la plus ouverte, entre guillemets. Si vous avez une idée et que vous lancez une start-up dans l'éducation, je vous invite à le faire, c'est passionnant, mais un peu dur. Et il faut vraiment aller sur EduUp. C'est le premier guichet de financement du ministère. C'est un premier conseil, donc. Voilà, c'est le premier conseil. C'est l'équivalent de la bourse French Tech dans la BPI, un petit peu, qui est ce qu'on conseille souvent d'aller regarder en tant que start-up qui se lance. Et donc je pense que cette question des données personnelles, on l'a traitée relativement bien puisqu'on est vraiment sur un usage local et on n'envoie pas de données dans le cloud, contrairement à des outils comme ChatGPT. Et je pense que c'est ça qui a aussi plu au ministère, cette notion de sensibiliser les élèves à la protection des données et au fait qu'il faut faire attention à qui on envoie ces données. Voilà. Et donc, c'est une plateforme qui s'adresse aux élèves de la primaire jusqu'aux élèves du lycée, jusqu'à la terminale. Donc, il a un mode de complexité qui c'est ça. En fait, évolue avec l'élève. Exactement. Et avec l'enseignant. L'enseignant apprend en même temps que l'élève ou vous devez le former en amont? Les deux. C'est-à-dire que nous, on fait souvent des webinaires, des vidéos, des ressources d'accompagnement pédagogique pour aider les enseignants qui, bien sûr, pour la plupart, découvrent le sujet, comme
tout le monde en fait. Une question, une remarque sur ce projet? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'en parallèle à mon activité d'avocate, j'enseigne et donc forcément la question de ChatGPT et de l'intelligence artificielle se pose constamment. Et avec mes étudiants, donc plutôt niveau Master 2, on travaille effectivement sur des sujets qu'ils traitent à la fois, ils demandent à ChatGPT de traiter et que eux-mêmes font en parallèle. Et c'est très intéressant de voir, parce que ça leur permet de développer un esprit critique et de dépasser en fait ce que ChatGPT peut leur proposer. Mais ça a des effets un peu le côté sombre et lumineux de la force, on va dire, où effectivement certains étudiants peuvent être tentés de l'utiliser, voilà, pour ne plus effectivement effectuer un effort ou un travail. Ça, on ne va pas se le cacher. Il y a une université à Strasbourg qui a dû annuler des examens parce que les élèves avaient utilisé effectivement ChatGPT. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un excellent moyen, effectivement, ce que vous développez, dans la mesure où de comprendre le système, le fonctionnement au niveau technique leur permet aussi d'aiguiser beaucoup plus leur esprit critique. Et en fait, ils sont très demandeurs. Ils sont demandeurs et je pense que les enseignants aussi mais bien sûr, en ont énormément besoin. Un mot, Henri. Oui, juste pour vous dire, je vous trouve un peu sévère avec le ministère de l'Éducation nationale. Ah, c'est vrai. Et je trouve que la direction du numérique pour l'éducation, qui est dirigée par Audran Le Baron, aujourd'hui fait énormément d'efforts pour accompagner... Qui est bienvenu d'ailleurs sur ce plateau. Pour accompagner les EdTech. Aujourd'hui, et puis il y a un salon comme Educatech, Educatis, qui est le plus grand rendez-vous annuel européen sur les EdTech. Henri Educapital et Marie-Christine Levet qui expliquent quand même la difficulté pour passer à l'échelle. Oui, c'est vrai, parce que l'éducation nationale, c'est une machine très compliquée en France. Peut-être qu'elle pourrait être simplifiée de ce point de vue-là, mais quand même, il faut... Non, c'est vrai, il y a des initiatives qui sont... Et puis, la science en est la preuve. Voilà, et puis la FINEF, donc moi je suis vice-président de cette association qui regroupe une centaine d'acteurs autour du numérique éducatif. On a vu qu'il y a eu quand même une forte augmentation du nombre de structures, donc start-up ou associations, qui se lancent dans le milieu. Bien sûr, il y a des échecs, mais comme dans tout secteur entrepreneurial. Mais globalement, on a vu quand même qu'il y a eu une large augmentation du nombre de structures qui viennent apporter des solutions numériques dans l'éducation. Et effectivement, la DNE, direction du numérique éducatif, vient soutenir une partie importante. On est dans un mouvement très positif, là, je sens, pour attaquer le débrief de l'actu.